Rebonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire du cycle Changement climatique, transition écologique et éco-conditionnalité, les enjeux et les solutions, proposé par la région Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la SCOP Les Deux Rives et qui rythme notre mois de novembre jusqu'à début décembre tous les mardis de 11h30 à 13h. Donc, deuxième rendez-vous aujourd'hui sur le thème de la biodiversité. Vous êtes, comme le disait Hélène tout à l'heure, près de 300 inscrits et inscrites, élus, agents de collectivité, syndicats mixtes et d'énergie, maîtres d'œuvre, concepteurs, et on se réjouit vraiment de cette forte mobilisation. Nous vous rappelons que ces webinaires sont enregistrés et seront disponibles en replay sur le site internet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Euh, bonjour Stéphane Predbon, si tu souhaites Bonjour. prendre la parole sur la démarche de la région. Oui. Donc, moi, je suis Stéphane Predbon, je suis chef de projet éco-conditionnalité, donc chargé de la mise en œuvre, de l'accompagnement de cette démarche. Parce qu'aujourd'hui, pour privilégier les projets vertueux, la région elle a fait évoluer ses conditions d'aide et elle a mis en place une éco-conditionnalité. Donc, pour vous accompagner dans cette mise en œuvre, la région elle vous propose un accompagnement en ingénierie, mais aussi par le biais de ses cycles de webinaires. Donc, celui d'aujourd'hui, comme les autres, vous permettront d'aborder les liens entre changement climatique, transition écologique et critères d'éco-conditionnalité, afin qu'on puisse examiner ensemble les enjeux et les solutions. Aujourd'hui, nous aborderons plus spécifiquement le domaine de la biodiversité avec Marc. Ce cycle de webinaire a ainsi pour vocation l'acculturation et la montée en compétences des porteurs de projets en région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de ce dispositif d'éco-conditionnalité autour du référentiel mis en place avec la direction transition énergétique, avec critérisation des aides régionales aux bâtiments et équipements. Et donc, ces critères seront appliqués aux thématiques qui sont les 5 sujets des webinaires: eau, biodiversité, déchets, sobriété foncière et énergie. Pour nous présenter en quelques mots, Hélène Ludman et Céline Rose, cofondatrices de la SCOP Les Deux Rives. On a le plaisir d'animer ces webinaires pour la région Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'actrice de la transition écologique, qui accompagnons les professionnels du cadre bâti vers cette transformation des pratiques à l'aune des enjeux de l'urgence climatique. On œuvre sur les sujets de l'écologie du bâtiment au niveau national, notamment région Bourgogne-Franche-Comté, en faisant monter en compétences et en mettant en réseau ces acteurs, professionnels et décideurs. Une expertise que nous déployons au travers de plusieurs métiers, dont la formation, l'animation de territoire, la création de ressources et le conseil au service du bâti alternatif. Et ce, en déployant une démarche, la démarche des DQE, développement durable et qualité environnementale. On se retrouve aujourd'hui sur le sujet de la biodiversité, sujet qui fait aussi écho à nos échanges la semaine dernière lors du webinaire dédié à l'eau. Dans une approche écosystémique, Didier Larue nous rappelait l'importance de cette interconnexion avec la nature et de ménager les sols vivants. La biodiversité, concept et piste de solutions à l'échelle locale. Nous nous étions posé la question lors d'un webinaire Bulle il y a quelques années avec Marc Barra, la question autour de la biodiversité est-elle le parent pauvre du bâtiment? Déjà, le constat a été posé et il est de plus en plus alarmant, comme le rappelle au journal Le Monde la semaine dernière Philippe Brancola, directeur adjoint scientifique national pour l'écologie et l'environnement au CNRS. Nous sommes dans un vortex d'appauvrissement des espèces, disait-il. Notons aussi que 69% des espèces vertébrées ont disparu entre 1970 et 2018, alerte le rapport Planète Vivante du WWF. Et pourtant, en témoignent les conclusions de la COP 16 qui s'est tenue récemment en Colombie sur la biodiversité. Les pays ne réussissent pas à s'entendre sur la stratégie de financement de cette préservation de la biodiversité. Signal positif tout de même avec l'adoption d'un texte essentiel qui place la biodiversité au même niveau que la décarbonation et le changement climatique. Pour parler de ces enjeux et surtout des solutions à déployer sur les territoires, nous recevons aujourd'hui Marc Barra. Marc, tu es écologue à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, qui est rattachée à l'Institut Paris Région. Spécialisé en écologie urbaine, tu pilotes des projets de recherche et d'action sur les solutions pour mieux intégrer le vivant aux politiques urbaines, fondées sur la nature, avec notamment la zéro artificialisation nette, la désimperméabilisation des sols, etc. Ton propos avec nous ce matin, tu vas nous présenter les notions essentielles liées à la biodiversité, les aspects scientifiques et les conséquences pour les politiques publiques. Puis tu brosseras les défis actuels pour aménager les territoires en tenant compte du vivant à plusieurs échelles,
et à travers des exemples vertueux qui sont portés par des collectivités locales. Avant de passer au cœur de la présentation, Stéphane Pridbon, tu peux nous présenter les éléments liés au référentiel sur la thématique de l'eau pour bien poser le cadre et on peut passer du coup à la Biodiversité. slide suivante, de la biodiversité, pardon. Alors, chaque thématique dans notre référentiel fixe des grands objectifs qui permettent de construire des trajectoires. Donc, pour la biodiversité, on a on a deux focales, une sur le végétal et puis une sur le fait de dézoomer un peu et de sortir du bâtiment uniquement et de dézoomer d'un point de vue spatial, géographique. Donc, au niveau de la base, on va actionner ce levier végétalisation en vous demandant de végétaliser sur plusieurs strates. Vous allez voir pourquoi ça peut être bénéfique pour vos projets. Ensuite, de vous poser des questions sur la biodiversité, là où je vais réaliser mon opération, quelle est-elle? Et pour l'opération chantier à proprement parler, ben, des petites mesures concrètes et pragmatiques pour améliorer la qualité de vos projets et notamment éviter l'introduction d'espèces envahissantes. Merci Stéphane. Donc ce webinaire va être articulé en deux temps, en lien aussi avec ce référentiel de la région Bourgogne-Franche-Comté. Un premier temps sur le cœur de la problématique et les données de base du sujet, et un second temps consacré aux solutions et exemples à plusieurs GCL de projet. Donc pour aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures avec notre intervenant expert Marc Barra, avec qui nous avons la joie de poursuivre ce cycle de webinaire sur le sujet biodiversité, concepts et pistes de solutions à l'échelle locale et sa contribution aux enjeux climatiques. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici. Donc, je voulais déjà commencer par remercier la région Bourgogne-Franche-Comté et la SCOP des Deux Rives d'être à l'initiative de ce cycle de webinaires. Aussi, la région d'être à l'initiative de ce projet, enfin de cette mise en œuvre de l'éco-conditionnalité, qui, je pense, est un des moyens et des leviers les plus efficaces pour vraiment faire monter en puissance les thématiques environnementales dans les projets et surtout les systématiser. Et donc, l'idée, oui, aujourd'hui, c'est parler de biodiversité. Alors moi, en tant qu'écologue, je suis ravi qu'on mette aujourd'hui à l'honneur la question du vivant, de la biodiversité. Hélène rappelait on avait évoqué ce sujet lors d'une bulle et j'avais intitulé la présentation Biodiversité, le parent pauvre du bâtiment, point d'interrogation. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ces dernières années, on a plutôt fonctionné comme si la biodiversité était reléguée au dernier plan, et pas seulement dans le bâtiment, finalement, dans la transition écologique au sens large. C'est souvent, on réduit souvent la question environnementale à celle du climat et de l'énergie, des émissions de carbone. C'est ce qu'un chercheur a intitulé, ce que vous voyez sur la diapo, le syndrome du carbone tunnel. C'est le fait euh, de réduire les politiques environnementales à la question du carbone et des émissions de CO2 et d'omettre les autres sujets que sont l'eau, comme vous en avez parlé au dernier webinaire, la biodiversité évidemment, la toxicité, la pollution, le bruit, etc., les paysages. Et ce syndrome du carbone tunnel, il nous rappelle qu'il faut avoir une approche intégrée des questions environnementales et c'est ça qu'on découvre aujourd'hui avec ce référentiel et c'est ça aussi que pousse la SCOP des Deux Rives dans son fonctionnement. Donc voilà un petit peu pour introduire le sujet et puis peut-être déjà une question sur... on sait que moi je suis persuadé que faire bien pour la biodiversité dans les projets, c'est l'indicateur le plus intégrateur. C'est-à-dire, si on fait bien pour la biodiversité, on fera bien pour l'eau, on fera bien pour les sols, on fera bien pour le climat. L'inverse n'est pas forcément possible. On voit aujourd'hui que parfois, certaines actions en faveur du climat peuvent avoir des répercussions négatives sur la biodiversité, notamment selon l'emplacement de certaines énergies renouvelables, selon les choix d'isolation des bâtiments qui peuvent affecter les oiseaux, par exemple. Donc je me suis dit, ma question c'était, et si vous arrivez à trouver une action qui soit favorable à la biodiversité mais qui ne soit pas pour le climat, eh bien vous me dites, on essaie d'en rediscuter lors des questions.
Donc, biodiversité, on parle de quoi? Très rapidement, je pense que c'est aujourd'hui connu, hein. La biodiversité, c'est simplement un autre mot pour dire le monde vivant. C'est tout l'ensemble, l'intégralité du monde vivant. Et si on regarde un petit peu plus dans la complexité, voilà comment les scientifiques définissent la biodiversité. Ils rappellent que ce sont trois niveaux d'organisation totalement interconnectés et indépendants et dépendants l'un de l'autre, pardon. Le niveau au milieu, le niveau des espèces, donc il s'agit de tous les organismes vivants qui peuplent la planète, la faune, la flore, mais aussi la fonge, les champignons, les bactéries, peut-être les virus qui sont à la frontière entre le vivant et le non-vivant. Ça, c'est la diversité des espèces, mais il faut évidemment rappeler qu'à l'intérieur de chaque espèce, il y a aussi une grande variabilité et une diversité, c'est ce qu'on appelle la diversité génétique. Et c'est tout aussi important, on en reparlera notamment quand il s'agit des trames vertes, c'est aussi des actions pour favoriser le brassage des populations et donc leur diversité génétique. Quand on parle des plantes locales dans les aménagements, il y a une dimension génétique d'adaptation au climat local. Donc c'est un volet très important. Et puis enfin, au-dessus, il y a ce qu'on appelle la diversité écosystémique. Dès qu'on considère le fonctionnement des écosystèmes, et c'est bien ça qu'on recherche en tant qu'écologue. Ce sont non pas des écosystèmes qui sont jolis, qui sont attractifs, mais des écosystèmes qui fonctionnent pour la faune et pour la faune qui les peuple. Donc voilà pour un petit mot pour la biodiversité. Évidemment, si on en parle tant aujourd'hui, c'est que la biodiversité est sous pression et qu'elle connaît une crise sans précédent, comme on le disait en introduction. Les chiffres sont assez clairs et puis ils sont robustes parce qu'ils sont issus d'indicateurs suivis depuis de nombreuses années. Vous avez ici l'indicateur le plus connu qui est celui des oiseaux communs. Sur une période de 30 ans de suivi participatif, vous voyez que la plupart des populations d'oiseaux, notamment les oiseaux des milieux agricoles, les oiseaux des milieux forestiers, mais aussi les oiseaux des milieux bâtis, sont en déclin d'environ 30% en abondance. Et évidemment, c'est variable entre les espèces. Le moineau, moins 60%, le serincini, 80%, et l'hirondelle de fenêtre, moins 85%. Donc on a vraiment une chute des oiseaux communs, et puis notamment de ces oiseaux spécialistes du bâti, comme les hirondelles, les martinets. Et on sait que derrière ça, il y a aussi une responsabilité de l'urbanisme, de l'architecture sur la façon dont on fait les bâtiments et dont on prévoit d'accueillir ces espèces. On en reparlera dans la deuxième partie. Les oiseaux sont souvent les indicateurs qu'on cite en premier, mais ce n'est pas les seuls concernés. On met en évidence un déclin des populations de papillons et plus généralement des insectes pollinisateurs comme les abeilles sauvages, les pollinisateurs sauvages simplement, les coléoptères, les diptères, les hyménoptères que sont les guêpes par exemple, qui diminue au plus on s'approche d'un gradient de densité. On y reviendra, mais il y a aussi un enjeu lié à la densité. On en parle beaucoup, la densification et la préservation de ces espèces-là. Donc oui, une biodiversité qui décline, en particulier par la perte de son habitat. C'est le cas notamment pour les oiseaux, hein. On a des espaces végétalisés qui sont de plus en plus petits dans les villes. Mais il y a d'autres facteurs de pression en ville. On le voit notamment sur les chauves-souris avec la pollution lumineuse. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de maintenir une trame noire dans les villes, une trame sans lumière, et c'est aussi pour protéger des espèces comme les chauves-souris qui sont dites lucifuges, c'est-à-dire qui vont fuir la lumière. Et puis beaucoup d'espèces impactées par les infrastructures et la fragmentation de l'espace. C'est notamment le cas des amphibiens comme les grenouilles, les crapauds, les tritons, qui vont avoir du mal à traverser les routes. Voilà, c'est une synthèse rapide, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Et je vous ai mis à droite ici un indicateur qui concerne la flore des interstices urbains, c'est-à-dire la flore qu'on va trouver sur les trottoirs, sur les bords de route, dans l'espace public. C'est un chiffre francilien, mais des dynamiques similaires s'observent dans d'autres villes. On a observé une augmentation de 92% de cette flore spontanée, ce qu'on appelait avant les mauvaises herbes, qui n'existent évidemment pas, mais qui font leur retour simplement parce que il y a de plus en plus de politiques en faveur de la végétalisation, et puis certainement aussi l'arrêt de l'usage des pesticides en 2017 suite à la loi Labbé.
Ça nous montre aussi que, d'une part, c'est important d'insister sur le végétal parce qu'il peut revenir très vite. Et donc, dès qu'on met des incitations en place pour reconquérir le végétal, il y a une forte réversibilité et en assez peu de temps. Donc, derrière les mauvaises nouvelles du déclin de la biodiversité, on a aussi des bonnes nouvelles qui montrent que dès qu'on agit, ça peut revenir très vite. Et on agit de plus en plus. Je ne vais pas m'attarder sur cette diapo, mais il y a un contexte assez favorable tout de même au retour de la nature en ville. Euh, D'une part à l'échelle européenne avec la stratégie Ramener la nature dans nos vies, et puis surtout très récemment l'arrivée d'un règlement européen, donc un règlement qui s'impose de fait dans le droit national sur la restauration de la nature avec un volet urbain. Et donc, on parle de plus en plus de restauration, de renaturation des surfaces artificialisées. On espère que ce règlement va l'encourager. Au niveau de l'État, évidemment, avec la loi climat et résilience de 2021, mais aussi la loi ZAN de juillet 2023 sur le zéro artificialisation nette, les dispositifs nationaux, comme celui porté par l'Office français de la biodiversité, qui s'appelle Territoire engagé pour la nature, mais aussi l'opération Capitale française de la biodiversité, que nous avons la chance d'animer depuis 10 ans à l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France, sont des dispositifs qui permettent de partager les expériences, d'avancer, de se mesurer sur ces questions de la biodiversité. Et enfin, évidemment, au niveau du bloc local, des régions, euh, on a les stratégies régionales de la biodiversité et puis les éco-conditionnalités, quand elles existent, sont aussi des incitations pour favoriser la nature dans la ville. Je vous mets un document ici qui me sert de référence quand on parle de nature en ville et biodiversité dans les projets d'aménagement, tout simplement, qui s'appelle Faire la ville nature. C'est un document publié aux États-Unis et qui rappelle il y a des critères, des impondérables si on veut favoriser la nature en ville. Le premier, c'est la taille des espaces végétalisés dans la ville. Il y a un effet de seuil. Il y a des espèces qui ont besoin d'espaces de grande taille, supérieurs à 50 hectares, pour pouvoir assurer leur cycle de vie, notamment les rapaces, notamment certains mammifères. Même si les petits habitats sont utiles, évidemment, on a aussi besoin de conserver des espaces de grande taille. Ce document dit aussi qu'on a besoin de conserver des espaces connectés. C'est le rôle de la trame verte, de la trame bleue en ville, et ça revient dans toutes les publications. Il faut faire le maximum pour relier les espaces entre eux en termes de continuité pour les espèces. Et enfin, ce document parle de l'importance de la complexité des structures végétales. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est un des éléments du référentiel de la région. La complexité, ça veut dire plusieurs strates, ça veut dire des arbres, mais aussi des arbustes, des herbacées, des mousses, des lichens, et tout ça de manière assez hétérogène et complexe. Ça, c'est un élément essentiel pour que le vivant se pérennise dans la ville. Il parle aussi de la maturité de l'habitat. Qu'est-ce que ça veut dire en termes très simples? Ça veut dire conserver les vieux éléments, comme les vieux arbres, avant de planter du neuf, comme on fait souvent dans les villes. Euh, à gauche, c'est un document qui date de 1975, hein. Donc on n'invente rien finalement, tout est dans les rapports scientifiques. Il faut les consulter et les retranscrire dans les documents incitatifs. Donc je m'arrête un instant sur les strates parce que c'est effectivement un des éléments, une des éco-conditionnalités du référentiel pour lequel on est là aujourd'hui. On sait depuis longtemps que varier les strates va augmenter la biodiversité, mais je vous montre en dessous une étude scientifique qui a eu lieu en Australie et qui l'a démontré, qui a démontré que quand on augmentait la densité en arbres et qu'en même temps on augmentait le couvert d'arbustes sous les arbres, on augmentait mécaniquement la présence des espèces, notamment les oiseaux, les chauves-souris et les insectes pollinisateurs. Donc le fait d'avoir une conditionnalité sur les strates végétales va mécaniquement favoriser la faune qui est dépendante de ces strates-là. Donc c'est vraiment un élément essentiel dans la nature en ville. J'avance sur la question des bénéfices. Évidemment, si on fait tout ça, alors d'un point de vue d'écologue, ben,
par rapport à la diapo que je vous ai montrée avant, c'est pour que la biodiversité elle-même se maintienne et arrête de décliner. Mais il y a aussi, parce qu'on est en ville, parce qu'on est ou en milieu rural également, une dimension utilitariste liée à la nature en ville, c'est de considérer tous les bénéfices qu'elle va nous apporter. Et là aussi, dans ce domaine, on a de plus en plus de résultats scientifiques qui viennent confirmer que amener de la nature dans les projets et dans la ville va apporter des bénéfices considérables, non seulement sur la gestion de l'eau, vous l'avez vu lors du dernier webinaire, les solutions naturelles sont efficaces pour stocker de l'eau, réduire le risque d'inondation, réduire le ruissellement et éviter finalement le tout tuyau, mais aussi sur la vague de chaleur et le confort d'été. On sait que les végétaux ont un effet rafraîchissant, d'une part par l'ombrage, mais aussi par l'évapotranspiration. On en reparlera un peu plus tard. Et enfin, un nombre incroyable de publications sur les effets de la nature, sur le bien-être, la santé, ce qu'on appelle aussi l'expérience de nature, c'est-à-dire le fait de ne pas être déconnecté quand on vit notamment en ville de la nature, déconnecté de la connaissance de cette nature-là et donc de l'envie de la protéger. Alors pour autant, pour avoir tous ces bénéfices, bah, il faut qu'on ait de la place, encore une fois, pour accueillir ces solutions fondées sur la nature et donc de protéger les sols. C'est bien ça qui est au cœur du dispositif zéro artificialisation nette. C'est l'idée pour la première fois d'être sobre dans la consommation des sols et de les protéger. Alors, moi je dis toujours, hein, les sols, c'est la base de tout. On parle beaucoup du végétal aujourd'hui, mais sans sol, il n'y a pas de végétal. Donc, les sols, c'est la vie, quelque part. Et c'est en ce sens que le ZAN est plutôt une bonne approche. Moi, je trouve que c'est la première fois en termes de politique publique qu'on parle de sobriété, de cette idée de ralentir l'artificialisation. Je ne vais pas rentrer ici dans la mécanique du ZAN puisque vous aurez un webinaire sur la sobriété foncière. Néanmoins, en disant que je pense que ça va sur la bonne voie, en tout cas pour éviter d'aller construire sur des terres agricoles, sur des terres naturelles, pour plutôt mobiliser les friches, pour plutôt faire du renouvellement vacant, il y a quand même certaines limites à la mise en œuvre du ZAN qui reste une loi très quantitative. On va devoir, si on aménage, on va devoir renaturer par ailleurs des surfaces équivalentes, etc. Et qui n'a pas la finesse, et c'est pas sa vocation, d'aller intégrer la nature dans tous les projets urbains et protéger la nature en ville. Euh, donc ça, je le passe rapidement. Je l'ai dit, en tout cas, la mise en œuvre du ZAN aujourd'hui, elle repose avant tout sur la réduction de l'artificialisation, c'est-à-dire trouver et imaginer toutes les solutions possibles pour faire la ville sur elle-même. C'est le principe de l'urbanisme circulaire. Réutiliser les logements vacants, déconstruire et reconstruire, transformer les bureaux en logements si c'est possible, surélever, restructurer, etc. Il y a beaucoup d'architectes qui sont engagés là-dessus. On sait faire la ville sur la ville. Et je pense qu'on est en train d'y aller d'une manière générale un petit peu partout. Néanmoins, je vous disais, le ZAN a ses limites. La première limite étant que euh, trop encourager la densification peut conduire à perdre les derniers espaces de nature qu'il nous reste. Et c'est vrai que je suis confronté au quotidien à des projets où on va abattre de nouveau des arbres, on va condamner un jardin au prix de la densification. On va surélever et augmenter la minéralité au prix de la densification. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une question à se poser, c'est euh, comment on combine densité végétale et densité urbaine au sein d'un projet et quel serait ce pourcentage de couvert végétal idéal à l'échelle d'un projet, à l'échelle d'un quartier. Euh, un des seuls éléments de réponse que j'ai trouvé, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est une étude en Pologne qui a essayé de répondre à ces questions. C'est finalement quel est le pourcentage de couvert végétal à l'échelle d'un quartier idéal. Pour ça, ils ont comparé 18 quartiers, donc une taille à peu près de 6 hectares en Pologne, à travers un ratio qui est un ratio de couvert végétalisé au sol.
Et ils ont comparé, vous voyez à l'écran, des quartiers avec 16% de couvert végétal, 45% et 67% de couvert végétalisé. Et ils ont effectué toute une batterie d'analyses des inventaires de la faune, de la flore, l'humidité, la gestion de l'eau. Ils ont aussi regardé le bien-être des habitants. Et ils sont arrivés à une conclusion intéressante, prudente mais intéressante, qui est celle-ci, c'est que pour avoir une biodiversité stable, comme il appelle dans l'article, il faudrait 45% minimum de couverts végétalisés. Donc c'est une indication intéressante. En gros, il faudrait faire moitié-moitié avec le végétal à l'échelle de tous les projets urbains. D'autres études parlent plutôt de 30%, non pas pour la faune et la flore, mais plutôt pour les habitants eux-mêmes, qui a été montré comme étant un seuil minimum pour réduire les questions de stress, d'anxiété et préserver la santé mentale des habitants. Donc vous voyez, le couvert végétalisé, c'est vraiment hyper important. Euh, Au-delà de ça, il y a aussi une question passionnante de recherche qui s'ouvre en ce moment. C'est au-delà des questions de densité, il y a aussi les formes urbaines qui comptent, la forme des bâtiments, leur orientation, leur organisation dans l'espace. Et je vous invite à consulter ce document du PUCA qui a été rédigé par Morgane Flégeau, une doctorante, et qui revient sur le lien entre formes urbaines et biodiversité. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce document. Une des conclusions principales, c'est la nécessité de conserver des trames vertes au sein des quartiers. Donc là aussi, c'est un des éléments de l'éco-conditionnalité, il me semble, c'est de relier les espaces végétalisés au sein des quartiers. On dispose d'ailleurs d'outils de plus en plus intéressants pour modéliser ces fameuses trames vertes. Vous savez, jusqu'à présent, on était plutôt sur aller du dessin paysager, c'est-à-dire à partir de photos aériennes, on regardait s'il n'y avait pas des espaces à reconnecter les uns aux autres. C'était pas suffisant. Aujourd'hui, on dispose d'outils de modélisation euh, de ces trames vertes et des outils qui se basent sur le déplacement probable des espèces. Donc, on peut choisir plusieurs espèces et simuler leur déplacement au sein d'un projet. Ça s'est beaucoup fait à l'échelle de ville. Ici, vous avez un exemple de l'utilisation de ces réseaux écologiques à l'échelle d'un quartier à Besançon, donc de Grette-Brulard Polygone. C'est un projet de M2 hein, qui est avec l'université de Franche-Comté. Et c'est grâce à un logiciel qui s'appelle Grafab, qui a été produit à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Et vous voyez que cette modélisation, elle a permis non seulement de comprendre le fonctionnement écologique de la zone, mais aussi du coup de donner à l'aménageur, de lui faire gagner du temps et de lui donner une synthèse des enjeux biodiversité, des enjeux de trame verte sur son projet pour éviter de construire là où il ne faut pas. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a de quoi faire, mais on est équipé en termes d'outils pour renforcer la biodiversité dans le projet. Je termine, je pense que le temps m'est compté pour cette première partie, donc je termine en vous disant qu'il y a une super publication aussi de Plantécité qui s'appelle Végétal et espaces de nature dans la planification urbaine, avec un recueil de fiches actions sur toutes les manières d'intégrer le végétal dans la planification. Il est vraiment essentiel. Et enfin, c'est aussi un élément de l'éco-conditionnalité, euh, la présence d'un écologue dans l'équipe projet, ou en tout cas à un moment clé de l'étape du projet, est absolument indispensable si on veut prendre en compte la complexité de la biodiversité. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Jusqu'à présent, on a un peu l'habitude de dire que les écologues, déjà, ils n'étaient pas disponibles, ou ils n'existaient pas, ou peu, ou ils ne se mobilisaient pas dans la ville. Et donc, c'était plutôt le paysagiste qui avait ce rôle d'écologue par défaut. Alors que c'est en train de se structurer en vrai métier. Moi, je trouve que les paysagistes et les écologues sont hyper complémentaires. L'un qui va faire des analyses et donner de la connaissance, l'écologue, et le paysagiste qui va apporter son savoir-faire sur la mise en œuvre de cette connaissance et la transcription pratique de ces éléments sur les espèces, la faune, la flore qu'on va avoir lors du diagnostic initial. Donc c'est absolument indispensable et je suis content de le voir figurer dans le référentiel.
Et l'écologue, il sert à quoi? Il sert à faire un diagnostic écologique. Donc avant tout projet, peu importe les référentiels, peu importe les incitations, si elles existent ou non, on incite toujours à faire un diagnostic. Je vous laisse le détail ici, je ne vais pas rentrer dans les différents éléments du diagnostic, mais oui, il va falloir aller inventorier des espèces, pas seulement sur la zone du projet, sur une zone tampon qui va au-delà. Il va falloir étudier les sols, il va falloir étudier les trames, notamment grâce au logiciel qu'on a évoqué précédemment. Il va falloir étudier la dimension humaine en lien avec la biodiversité pour mettre de côté une connaissance indispensable afin de pouvoir adapter son projet à la biodiversité et pas l'inverse. Voilà, ça sera mon mot de conclusion pour cette première partie. C'est que la logique philosophique finalement de prendre en compte le vivant dans les projets, ce n'est pas de faire table rase de l'existant. C'est ce qu'on faisait hein, jusqu'à présent. On fait propre, on dit. On va faire un chantier propre, on va tout raser, puis ensuite on va mettre de beaux espaces verts. Non, prendre en compte la biodiversité, c'est connaître là où on s'installe, euh, mettre de côté, mettre sur la table toutes les informations sur les espèces susceptibles de venir ici, susceptibles de rester ici aussi, s'il y en a qui existent, et puis adapter son projet, le configurer en fonction de cette connaissance-là. Euh, voilà, je vous remercie pour ce premier temps d'échange et je redonne la parole aux animatrices et suis évidemment à disposition pour échanger. Ah, ben, merci beaucoup, Marc, pour ces éléments qui posent les fondamentaux en lien avec le référentiel de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et merci de nous avoir rappelé l'importance de l'approche intégrée des politiques environnementales, de nous avoir rappelé aussi que la biodiversité, ça concerne l'ensemble du monde vivant, et avec une bonne nouvelle, que le végétal, ça peut revenir très vite. Donc, dès qu'on agit, ça a un effet assez immédiat. Donc, nourrissons-nous des politiques publiques et autres éco-conditionnalités pour y aller, et avec tous les acteurs de projet, dont l'écologue et le diagnostic écologique, et de faire avec l'existant. Voilà, donc voici déjà quelques remarques et questions partagées dans la partie de chat avec les participants. Un complément qui nous est apporté aussi sur le label Éco-Jardin, un outil formidable pour la biodiversité en ville, pour conduire les équipes d'entretien vers les bonnes pratiques et même constituer des trames vertes. On a également quelques questions. Euh, qui est en charge de mandater l'écologue? Est-ce que c'est la collectivité ou l'aménageur? Autrement dit, est-ce que c'est pas trop tard si c'est l'aménageur qui s'en charge? Non, ça peut être les deux. C'est jamais trop tard, mais évidemment, l'intérêt, c'est venir en amont, le plus en amont possible. Alors, ça peut être la collectivité directement. Et je parlais du concours capital de la biodiversité. Les concours lauréates, les communes lauréates, pardon, sont celles qui ont embauché directement des écologues dans leur service. Et on voit que ça va très vite dans ce cas-là. C'est le cas à Besançon, c'est le cas à Lille. Alors là, je vous parle de grandes villes, mais il y a aussi des petites villes qui ont été récompensées, Muttersolt, par exemple, en Alsace. Donc, les collectivités peuvent directement faire appel à des écologues, soit en régie, soit en sous-traitance, en AMO biodiversité. Et puis, ça peut être l'aménageur directement aussi. C'est souvent comme ça que ça fonctionne, par le biais d'une AMO écologie en amont des projets. Concernant GraphFab que tu citais tout à l'heure, quelles données d'entrée sont nécessaires? Alors, pour les données d'entrée, il vous faut à la fois l'occupation du sol. Donc, si vous avez en région des données d'occupation du sol spécifiques, vous pouvez les utiliser. Sinon, on peut utiliser les bases Corinne Landcover ou Copernicus, etc. Nous, en Île-de-France, on a le MOS, le mode d'occupation du sol. Donc ça, c'est la donnée d'entrée. Et ensuite, il vous faut des espèces fictives qu'on appelle des guildes. Donc ça, on trouve dans la littérature et en discutant avec des experts. Et ces espèces fictives, on leur attribue des coefficients de déplacement. Donc il y a des espèces qui vont être... on va avoir des coefficients de friction, ces espèces vont pas pouvoir franchir des routes, des bâtiments, etc. Par contre, elles vont aimer les prairies, les milieux forestiers, etc. Et à partir de ces données-là, on fait tourner le logiciel. Une
question sur l'adaptation de la palette végétale au changement climatique. Quelles sont les stratégies pour justement anticiper cette adaptation? Je vais y répondre tout à l'heure dans le deuxième temps d'échange. On se garde un peu de Très suspense, bien. enfin y répondre ou pas. Mais, Bah, on peut en parler dans la seconde partie, effectivement, avec les retours d'expérience donc directement illustrés. ouais. Une question, peut-on rappeler ce qu'est une AEMO, s'il vous plaît? Alors, je pense que c'est AMO. Je l'ai mal Oui. dit tout à l'heure. Assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, peut-être qu'Hélène, tu saurais mieux expliquer que moi le rôle exact de l'AMO. Mais quand je disais AMO biodiversité, donc c'est vraiment l'intégration d'un écologue dans l'équipe Mm, projet, soit à son compte, soit au sein d'un bureau d'études et qui vient aider l'équipe projet sur la dimension écologie biodiversité. mm. Il faut rappeler, c'est que Et nous, au niveau du référentiel de la région, on demande à ce que justement, donc ça c'est dans les niveaux de bonification, on demande à ce que l'écologue soit partie prenante de l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour que justement il soit associé au plus tôt et qu'il puisse avoir un bon travail en collaboration avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. je Très bien. continue sur une autre question. En milieu urbain, est-ce que les corridors écologiques ponctuels, dits en pas japonais, sont suffisants sur le plan de la biodiversité? Y a-t-il nécessairement une notion de distance minimale? C'est une bonne question. Alors, en tout cas, ils sont nécessaires pour certaines espèces et les espèces volantes, notamment, elles fonctionnent comme ça, hein, par pas japonais. Elles vont d'espace vert en espace vert. Les petits oiseaux, les passereaux, font ça, certaines espèces d'insectes aussi. Par contre, du coup, ça dépend de l'espèce. Il y a des espèces qui ne s'en satisfont pas. Je pense notamment, vous avez peut-être vu dans Le Monde un article sur le déclin des hérissons. Bon, ben, les hérissons, ils peuvent pas fonctionner en pas japonais. Il faut qu'il y ait vraiment une liaison entre les jardins, entre les espaces verts et aucune fragmentation entre les deux. Un lézard des murailles, sa trame verte à lui, ça va être plutôt des milieux rocailleux, etc. Donc finalement, les trames se réfléchissent plutôt par l'espèce et leurs besoins que seulement par le paysage et la forme. Ou en tout cas, il faut combiner les deux. Donc c'est mieux que rien, les pas japonais, mais c'est pas suffisant pour toutes les espèces. C'est toujours pour revenir sur ces questions de jeu d'acteurs, hein. Pour être très précis, quelle est la différence pour un écologue par rapport à ses missions entre être AMO et faire partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre? Quel est le meilleur accompagnement? Donc, où est-ce qu'il est le plus efficace? C'est difficile à dire, ça dépend. Quand vous avez une équipe de maîtrise d'œuvre qui est déjà sensibilisée à ces projets-là, je pense à des architectes qui ont déjà la fibre biodiversité, qui savent, qui se sont documentés, bah, c'est peut-être pas la peine d'être avec eux. Il vaut mieux être dans la maîtrise d'ouvrage pour de rédiger le cahier des charges en amont, pour savoir vers où le client veut aller, etc. Mais quand l'équipe de maîtrise d'œuvre n'est pas sensibilisée, bah là, je trouve que c'est bien qu'on ait un écologue dans l'équipe. Donc voilà, ça dépend des contextes, ça dépend des situations, mais en tout cas, il faut au moins être quelque part et on ne peut pas faire traiter la biodiversité sans avoir une connaissance naturaliste au départ, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît un petit peu les espèces urbaines, qui sait de quoi elles vont avoir besoin. Sinon, on va rester uniquement dans une approche plus paysage. Une autre question sur l'introduction d'espèces d'espèces domestiques pardon, en ville. Par exemple, les abeilles qui sont ou ont été largement déployées et de leur impact sur la biodiversité qui est propre au lieu où elles ont été intégrées. Oui, alors on reparlera tout à l'heure dans le temps 2, enfin très rapidement des espèces envahissantes, c'est un des critères, mais là, c'est pas la question, c'est les espèces domestiques. Effectivement, on commence à comprendre que les espèces domestiques en ville peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité. Il y a eu une thèse sur les chats et la prédation des oiseaux par les chats, donc on sait que c'est des chiffres assez colossaux.
mais aussi sur les abeilles. Effectivement, nous, on vient de publier une note rapide sur les risques de concurrence entre abeilles domestiques, donc Apis mellifera, hein, qui vit en ruche, et les autres abeilles sauvages ou pollinisateurs sauvages. C'est vrai que dans certaines villes, pour Paris, si je prends l'exemple que je connais plus, on a plusieurs milliers de ruches qui ont été installées, sachant qu'en moyenne, on a 40 000, 50 000 abeilles dans une ruche. Vous imaginez la pression que ces abeilles peuvent exercer sur la ressource florale et du coup sur les autres insectes pollinisateurs qui en dépendent aussi. Et donc, on est en train de se poser cette question, est-ce qu'il ne faudrait pas réguler le nombre de ruches? Certaines villes le font, je sais qu'à Metz, ça a été fait, à Paris aussi maintenant, pour éviter la surdensité d'une seule espèce. Et c'est pareil pour les chats. Voilà, mais là, on touche à l'humain, à la sociologie aussi, à notre rapport aux espèces domestiquées, donc c'est pas forcément évident. Puis ces espèces font aussi partie de la biodiversité quelque part. Mais oui, à prendre avec précaution. Donc, on passe à ce second temps, Marc, sur les retours d'expérience et les pistes de solutions. Ok, on y va. Donc oui, un deuxième temps un petit peu plus pratique, on va dire, avec quelques pistes de solutions ou en tout cas de réflexion sur l'intégration de la biodiversité dans les projets et quelques retours d'expérience quand ils sont disponibles. On s'est arrêté tout à l'heure en parlant du diagnostic écologique, qui était la première étape importante avant tout projet d'aménagement. Et ensuite vient le chantier. Et donc, un des intérêts du diagnostic écologique, c'est qu'il va permettre de trouver si on a des espèces protégées. Donc, s'il va falloir euh, faire attention à certaines espèces, demander des dérogations éventuellement, aller vers des mesures dites compensatoires, dont on pourrait en parler des heures parce qu'il y a aussi des limites à ces approches-là. Mais en tout cas, pour prendre soin de ce qui existe déjà sur le chantier. Et dans ce domaine-là, donc il existe plusieurs guides. C'est un des éléments du référentiel aussi. Et je vous indique ce guide qui a été fait par la Ligue de protection des oiseaux, concilié nature et chantier urbain, et qui rappelle les bases essentielles lors du chantier. Alors oui, on protège les arbres, mais on va aussi finalement tenir compte du calendrier des espèces. Vous avez ici un tableau avec tous les groupes d'espèces principaux et les mois pour lesquels il y a une sensibilité très forte. Donc c'est généralement les mois de printemps et d'été. Va falloir faire attention aux nids, où il va falloir faire attention aux terriers, aux massifs de fleurs, etc. Et je vous assure qu'on peut, quand on est bien préparé, faire attention à ces espèces et leur permettre de vivre pendant le chantier ou d'éviter d'intervenir au mauvais moment. On pense souvent aux espèces lors du chantier, mais il y a aussi les sols et notamment le tassement par les engins. Il y a beaucoup sur cette illustration, vous voyez que un arbre, si on protège juste le tronc de l'arbre, c'est pas suffisant parce qu'on va faire passer des engins au niveau du sol et ça risque de tasser, de condamner le réseau racinaire. Et donc, on préconise aujourd'hui de mettre en œuvre des périmètres autour des arbres pour éviter le tassement des sols. Donc là, ça passe par euh, un plan de déplacement des engins, un plan de déplacement de stockage du matériel, et puis des panneaux de sensibilisation pour protéger certaines zones, garder des zones de calme aussi, éviter de polluer une mare, par exemple. Voilà, il y a de la documentation et on peut faire plein de choses à l'échelle du chantier, choses qui auront été recommandées lors du diagnostic préalable. Et évidemment, on peut éviter de détruire une espèce qui est protégée, puisque derrière, ça conduit à des amendes, à des mesures compensatoires plus importantes, etc. Et puis c'est surtout dommage pour la biodiversité. En phase chantier, c'est là aussi où on va faire attention à ne pas propager des espèces dites envahissantes. Donc je sais que c'est un gros sujet en ville, c'est un sujet aussi du référentiel. Je vous ai mis ici à l'image quelques espèces envahissantes ou dites envahissantes qui reviennent souvent dans les projets, hein, la chenille processionnaire, l'élante, l'ambroisie à feuilles d'armoise, la berce du Caucase, le buddleia, etc. Le frelon asiatique pour la faune, la renouée du Japon, évidemment. Donc, c'est des espèces auxquelles vous serez certainement confrontés dans les projets, dans les chantiers. Euh,
sur les espèces envahissantes, il y a 4 constats qui sont importants à dire, il me semble. Le premier, c'est que le risque réel pour la biodiversité dans son ensemble, il est surtout vrai en milieu insulaire, c'est-à-dire dans les îles, puisqu'il n'y a pas d'échappatoire pour les autres espèces. Donc, introduire des espèces potentiellement invasives dans les îles pose problème. C'est beaucoup moins vrai en milieu terrestre. Comme nous, voilà, en France métropolitaine, il y a des problèmes localisés assez importants, mais ces espèces-là que vous avez au tableau vont pas conduire à la dégradation, à la disparition de nos espèces locales. La deuxième chose, c'est que le coût d'éradication il est parfois très très cher. Et on a vu des campagnes d'éradication pour brûler, pour bâcher, pour arracher. Ça demande de la main-d'œuvre, ça coûte très cher, avec des résultats qui sont souvent mitigés. Donc là aussi, il existe d'autres méthodes plus douces, comme le pâturage, hein, simplement. On en reparle tout à l'heure, qui marche bien sur certaines espèces. Il peut y avoir aussi parfois des effets secondaires. C'est le cas du frelon asiatique, où on sait que les pièges vont aussi piéger des frelons européens. Donc le muséum ne recommande pas de lutter contre, en tout cas via ces pièges-là. Et puis parfois simplement des biais de perception. On les appelle invasives parce qu'elles ne sont pas d'ici. Nous et plusieurs chercheurs commencent à les appeler plutôt les espèces voyageuses. C'est plus joli, c'est plus poétique. Et des biais de perception comme la perruche à collier, par exemple, qui commence à s'implanter en ville, mais dont les chercheurs du muséum ont montré que elles ne prendraient pas la place des espèces locales, elles occupent une autre place. Donc il y a aussi cet avis un peu plus nuancé sur certaines espèces invasives. Néanmoins, au chantier, on peut adopter des bonnes pratiques, puisque finalement, et c'est ce que dit le référentiel, c'est éviter leur propagation. Voilà, quand on ne peut ne pas les introduire, on ne les introduit pas. En sensibilisant pardon, les conducteurs d'engins, en s'assurant de la propreté des engins pour pas embarquer un rhizome, des graines, etc. Donc le nettoyage. Et peut-être et surtout en évitant, en contrôlant l'origine des terres rapportées, même si c'est pas toujours facile. Mais certaines fois, on va ramener des espèces invasives comme ça. Bon, parfois, il y a des bonnes surprises, hein, nous, sur un substrat de toiture végétalisée. Enfin, pas nous, hein, mais en faisant cette étude, un des fondateurs, l'entreprise Topager qui fait des toits végétalisés, nous a dit qu'ils avaient trouvé une truffe dans le toit qui était importée avec la terre. Donc voilà, parfois on peut avoir des bonnes surprises. Et puis sinon, utiliser de la toile biodégradable, des géotextiles pour protéger les zones infestées par les engins. Voilà, je vous parlais des chèvres, hein. Les chèvres, ici c'est une photo à Lille, sont super efficaces pour lutter contre la renouée du Japon. Voilà, ça prend un peu plus de temps, mais elles y reviennent et puis elles arrivent à contrôler les populations. Et c'est souvent plutôt ça, c'est contrôler les populations d'espèces dites invasives plutôt que les éradiquer. On peut faire aussi de la compétition végétale, comme je crois que c'est le cas à Besançon. Voilà, je vous parlais de la protection des arbres, hein. C'est pas seulement l'arbre en soi, mais aussi son périmètre. Ici, c'est un projet à Rennes avec un périmètre de protection pour éviter le tassement des sols. C'est aussi un moyen de protéger le périmètre des arbres, de maintenir ce qu'on appelle de plus en plus la trame brune, c'est-à-dire la continuité au niveau des sols. Et on sait aujourd'hui que la plupart des fosses de plantation des arbres sont trop petites. 9, 10 mètres cubes, c'est trop petit pour des arbres qui nécessitent des volumes souvent de 15, 20, 25 mètres cubes pour s'épanouir. Et que notamment au niveau des connexions, qu'au niveau des racines, on a des espèces qui se déplacent aussi, hein, lentement, mais des vers de terre, des colamboles, etc. Et donc cette idée de trame brune est en train de faire son chemin dans les projets pour essayer de maintenir des continuités au niveau des arbres. Continuité toujours, je pense qu'un des enjeux euh, dans les projets à venir, c'est d'essayer d'imaginer des quartiers, des projets sans clôture artificielle. On reparle ici de la trame verte, mais aussi du couvert végétalisé. Un des moyens, c'est d'essayer de limiter les clôtures ou de les remplacer par des clôtures végétales, et notamment la haie. Vous savez qu'en milieu agricole, la haie a un rôle considérable
pour la biodiversité, mais aussi pour empêcher le ruissellement, les inondations, stocker du carbone. Et on peut aussi imaginer réintroduire la haie dans des espaces habités. J'ai vu ça dans un quartier à Angers récemment. Ici à gauche, en haut, c'est l'écoquartier des Docks de Ris à Ris-Orangis, où on a aussi un espace public et privé qui n'est pas fragmenté, avec des haies végétales. Et je pense que dans un pays qui est le nôtre, où la mitoyenneté n'est pas évidente, ou en tout cas où on a besoin de s'isoler de son voisin, de mettre des clôtures, etc., bah, c'est quelque chose à réfléchir. On peut, même quand on met des barrières, laisser des passages, ici en bas, des passages à hérissons, ou sous des ganivelles, laisser passer la petite faune. Voilà, ça peut s'imposer dans les cahiers de prescription architecturale et aussi dans le PLU. Donc on peut anticiper aussi ça en amont. Voilà, la trame verte à l'échelle locale, mais sachez qu'il n'y a pas que de la fragmentation physique dans les projets. Il y a aussi de la fragmentation non physique par des sources immatérielles de fragmentation. On en parlait au début, mais on se rend compte que la lumière est aussi un obstacle pour plusieurs espèces, les chauves-souris, mais aussi des insectes. Et finalement, les spécialistes sont en train de se rendre compte que la plupart des espèces sont affectées par la lumière, d'autant plus quand on est dans des lumières bleues ou blanches. Donc, il faut privilégier les lumières orangées, jaunes, qui éclairent le sol et non pas les étoiles, à certaines heures de la nuit et pas tout le temps. Voilà, ça c'est la trame noire, c'est la fameuse trame noire. Mais d'autres nouvelles trames qui apparaissent, comme la trame olfactive par rapport aux pollutions olfactives, la trame de bruit, la trame blanche par rapport au bruit, etc. On est amené comme ça, en se positionnant par rapport aux besoins de l'espèce, à considérer leurs traits de vie et à imaginer différents types de trames qui sont nécessaires à leur développement. J'avance sur un des points essentiels du référentiel qu'a expliqué Stéphane au début, c'est sur qui exige de diversifier les strates. On a un petit peu parlé aussi, mais ça c'est un point essentiel dans les espaces végétalisés, même quand ils sont petits, de bien penser à laisser de la place pour des milieux herbacés, comme les prairies, comme les zones de fauche, mais aussi des milieux prairiaux et des milieux arborés, ou en tout cas des petits boisements, des arbres isolés. On peut avoir aussi des murets avec des plantes grimpantes, etc. Toute cette hétérogénéité va favoriser la complexité, va augmenter la complexité de l'espace végétalisé. Et du coup, je vous disais, hein, mécaniquement, augmenter la proportion des oiseaux, des chauves-souris, des insectes vous le voyez écrit à droite, de 30 à 120% en fonction des espèces, si on augmente ces strates-là. Donc c'est hyper important. Euh, Augmenter la proportion de plantes locales aussi, c'est souvent ce qui est conseillé, parce qu'on se rend compte que si on utilise plutôt des plantes locales, on va aussi attirer des insectes locaux adaptés à ces plantes-là. Donc c'est bien que ce soit un élément du référentiel. Au-delà des strates, hein, il y a aussi les habitats finalement euh, à penser pour certaines espèces. Je vous parlais du lézard des murailles qui, lui, il va apprécier un pierret, comme il y a en haut à gauche, en pierre sèche, un muret en pierre sèche, tandis que des chauves-souris vont aimer un vieil arbre à cavité. Et puis les insectes qui mangent, qui se nourrissent du bois mort, ils vont apprécier qu'on laisse du bois mort au sol. Donc vous avez en bas à droite à Lille qui a été récompensée notamment pour ses travaux sur le bois mort dans les espaces verts et sa gestion écologique des espaces verts. C'est vraiment intéressant de laisser aussi ce type d'habitat dans les espaces. Voilà. Et le vieux bois, ben, je sais que les vieux arbres, on peut avoir des problématiques de sécurité, etc. Quand c'est le cas, on peut laisser simplement des chandelles, hein, c'est-à-dire enlever le houppier et laisser le tronc avec ses cavités. Mais je vous rappelle que la durée de vie d'un arbre en milieu urbain, c'est 40 à 60 ans. Là où en forêt, on est sur 300, 500 ans. Donc, il y a une étude australienne là aussi qui a montré qu'il faudrait les laisser debout 40% pardon, plus longtemps que la durée actuelle pour pouvoir conserver toutes les espèces qui en dépendent. J'ai cherché beaucoup de projets où on gardait les arbres avant. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça commence, notamment l'écoquartier de la Courrouze à Rennes,
vous avez des bâtiments qui sont plus jeunes que les arbres, parce qu'ils ont été conservés grâce au travail d'un paysagiste en amont. Vous avez aussi à Bègles, à côté de Bordeaux, le parc habité des Sécheries, où il y a des arbres qui ont été conservés avant de construire les bâtiments. Je crois que c'est là qu'on doit aller, hein, cette idée d'insérer le projet dans la biodiversité et pas l'inverse. Et puis Besançon, alors je cite beaucoup Besançon, mais c'est vrai que ça a été une des villes lauréates du concours Capitale de la biodiversité, qui fait un travail extraordinaire. Et j'ai eu l'occasion de visiter ce projet que j'ai trouvé très intelligent, dans la même idée de faire la nature avant le bâti. Ils expérimentent, ils ont fait une expérimentation de pré-ensemencement et de plantation sur un foncier constructible. Et donc finalement, le terrain, donc c'est un projet qui prévoit d'accueillir 450 logements. Le terrain a été préverdi avec des arbres, avec des talus, avec une mare aussi, avec des haies. Et la gestion des eaux pluviales à la parcelle va être anticipée. Donc finalement, le constructeur, on est dans cette idée-là, va devoir s'adapter à la végétation qui existe et pas l'inverse. Il va devoir tenir compte de l'environnement pour articuler son projet. Je trouve que c'est très inspirant pour les projets à venir. Alors oui, il y avait la question tout à l'heure, quelles espèces on va devoir choisir dans un climat qui change. C'est vraiment une question qu'on nous pose systématiquement et qui est hyper compliquée. Euh, je, je dois d'abord dire qu'on doit admettre qu'on ne sait pas grand-chose sur ce sujet-là. Il y a pas de réponse tranchée. Mais en tout cas, il y a des stratégies qui commencent à être mises en œuvre. La première, oui, c'est de se dire, il faut plutôt miser sur des espèces méditerranéennes qui vont résister aux vagues de chaleur, bien que ces espèces-là peuvent subir le froid, hein, dans nos régions. Donc, pour une région comme Bourgogne-Franche-Comté, on a aussi parlé des espèces méditerranéennes, mais de montagne, qui vont résister à des hivers plus robustes. Donc, je pense que ça peut être une stratégie à expérimenter. Mais que quand même, il y a une autre stratégie qui fonctionne encore, qui est à privilégier à mon sens, c'est celle de planter local, c'est-à-dire de pérenniser les espèces qui sont déjà adaptées au sol, qui sont déjà adaptées aux nutriments et qui ont un potentiel de s'adapter à un climat qui change également. Et c'est possible de faire les deux aussi en même temps. C'est ce qu'on voit sur certains projets de micro-forêts urbaines où on va mettre à la fois des espèces d'arbres locales et méditerranéennes. Et puis un truc dont on parle moins, mais que je crois être une stratégie payante, c'est de favoriser le spontané aussi, c'est-à-dire la végétation qui va se pousser spontanément, parce que quand elle pousse spontanément, ben, c'est qu'elle est déjà adaptée et que potentiellement elle va se maintenir. Donc laisser des espaces de nature spontanée, de libre évolution, peut être une stratégie cohérente à l'avenir. Alors il y a des guides qui existent dans toutes les régions sur les plantes locales, et il y a de plus en plus de fournisseurs qui mettent à disposition aussi des plantes locales. J'avance vite pour, en tout cas, juste faire le lien avec le webinaire précédent sur la gestion de l'eau. On a beaucoup parlé du végétal et je vous disais qu'il est important de maintenir les sols avec ce végétal-là. Un des moyens de favoriser la pleine terre, les sols de pleine terre dans les opérations, c'est d'inciter à la gestion des eaux pluviales. Donc tous ces milieux qui vont servir de réceptacle aux eaux pluviales, comme les mares ou les jardins de pluie qu'on peut mettre en sortie de gouttière, comme ici en haut à gauche, les noues végétalisées, comme vous avez sur la photo d'en bas et à droite. À droite, c'est à Lille, avec le quartier de la Haute-Deule, qui est inondable, entouré complètement de noues, qui donne un aspect paysager formidable et pas de gestion des eaux pluviales dans les tuyaux. Donc c'est un levier à la fois pour les sols, pour l'eau et pour la biodiversité. Ici, c'est à la Courrouze, à Rennes, où vous avez celui dont je vous parlais tout à l'heure d'ailleurs. Vous avez carrément des grands fossés inondables pour préserver les bâtiments du risque d'inondation. Et ça ouvre en fait des espaces végétalisés incroyables, sachant que les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont subventionnés. Donc les nous par les agences de l'eau, les nous, les mares, etc. Donc c'est aussi un moyen d'avoir de la subvention pour augmenter la place du végétal dans son projet. Sans forcément s'inquiéter pour les moustiques, c'est aussi une question qui revient souvent.
Est-ce qu'on va avoir plus de moustiques? Alors là aussi, on n'a pas toutes les réponses. Moi, ce que j'entends de mes collègues spécialistes des insectes, c'est que oui, s'il y a de l'eau, il y aura des moustiques, voilà, mais on ne peut pas exiger d'avoir plus de biodiversité dans les villes et pas accepter de cohabiter aussi, y compris quand on a des effets potentiellement négatifs. Oui, s'il y a de l'eau, il y a des moustiques. Par contre, est-ce qu'il y en aura plus? Pas forcément. On sait que les moustiques, ils ont besoin d'une eau stagnante plusieurs jours pour que les œufs éclosent. Alors que dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales comme les noues, ça s'infiltre. Les jardins en creux, ça s'infiltre, etc. Il n'y a que dans les mares où ça peut éventuellement poser problème. Mais dans les mares, vous avez ici en photo tous ces prédateurs-là, les tritons, les chauves-souris, les araignées, les larves de libellules, etc., qui se nourrissent des moustiques. Donc, remettre une biodiversité fonctionnelle, c'est aussi s'assurer euh, d'un bon fonctionnement et d'une régulation des populations de moustiques. Donc, je pense qu'on on doit pas s'inquiéter. On va essayer de le vérifier dans une prochaine étude et d'aller inventorier les moustiques dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Je termine par le bâti, avec bah, évidemment là toute l'attitude à végétaliser le bâti, hein. Vous savez que ça représente des surfaces considérables. Il y avait une étude à Paris qui parlait de 80 hectares de toits plats potentiellement végétalisables. Donc c'est finalement des surfaces considérables. C'est la cinquième façade qui pourrait être végétalisée pour augmenter les espaces de nature. Mais je le mets en dernier parce que oui, avant tout, on doit préserver la végétation au sol et faire en sorte de conserver de la végétation au sol. Sur la végétation du bâti, bah, ce qu'on montre pour la biodiversité, c'est que finalement, les solutions low-tech, un peu coûteuses et vieilles comme le monde, fonctionnent très très bien. Notamment à droite, les plantes grimpantes sur les façades. Le lierre a été beaucoup critiqué dans le monde de l'architecture, mais il trouve un regain d'intérêt aujourd'hui parce qu'on sait que c'est une plante merveilleuse pour la pollinisation, notamment tard dans l'année, en septembre, que c'est une plante habitat pour pas mal d'espèces d'oiseaux. Que ça demande un entretien, mais pas tant que ça. Et puis, si on veut pas le lierre, il y a de la clématite, il y a de la glycine, il y a plein de plantes grimpantes, même qu'on peut consommer, le kiwi, etc. Il y a tout un panel de plantes qu'on peut utiliser qui coûtent beaucoup moins cher finalement que les murs irrigués, les murs végétalisés, certes très esthétiques, mais finalement qui utilisent beaucoup d'espèces inadaptées parce qu'on est plutôt sur de l'horticulture et qui, pour certains, consomment beaucoup d'eau et nécessitent beaucoup d'entretien. Donc, c'est un choix aussi, mais les plantes grimpantes s'avèrent intéressantes pour la biodiversité et aussi pour le rafraîchissement urbain. Je vous ai mis en bas à droite une étude sur le comportement des façades de plantes grimpantes en climat méditerranéen. Donc, il n'y avait pas d'étude pour nos climats à nous, mais qui montre quand même les bénéfices en termes de confort d'été, où vous avez une différence de température entre un mur qui est végétalisé par les plantes grimpantes et pas végétalisé de 15 degrés maximum en température de surface. Vous avez aussi, bah, ça réchauffe l'hiver et ça refroidit l'été. Ça gère aussi l'humidité. Il y a une, si vous pouvez me demander, je vous l'enverrai, mais il y a une super étude au Royaume-Uni sur le lierre, sur les bâtiments historiques, puisque là-bas, à Cambridge, à Oxford, etc., il y a du lierre un peu partout, et qui a mesuré aussi si ça dégradait les murs. Ils sont arrivés à la conclusion que non, finalement, ça protégeait plutôt les murs que ça ne les dégrade, sauf si ça rentre dans les fenêtres, dans les gouttières, etc. La métropole de Lyon a expérimenté aussi le confort d'été par les arbres, avec des températures ressenties sous les arbres qui transpirent jusqu'à moins 9 degrés. Donc ressenties, hein, et plutôt jusqu'à moins 2,5, 3 degrés en température réelle. Voilà un toit végétalisé pour vous montrer une photo que j'aime bien, parce que c'est pas que la ville dense, c'est aussi en milieu rural, dans les petits lotissements, on peut faire des choses hyper intéressantes. Alors ici, c'est un cas particulier, c'est le zoo de Thoiry, mais la photo que vous avez en gros plan, c'est sur un toit. Et c'est un bel exemple de coopération entre écologues et architectes ici, et paysagistes où bah, finalement, au lieu de commander entre guillemets le toit auprès d'un fournisseur, le toit végétalisé,
voilà, avec des systèmes de toiture de végétalisation qui se ressemblent un petit peu partout. Bah là, ils sont carrément allés chercher les plantes dans la prairie en dessous, et puis ils les ont importées sur la toiture. Donc ils ont recréé un habitat similaire sur le toit du bâtiment. J'ai trouvé ça très intelligent, et puis surtout ça montre qu'on peut faire des formes de végétalisation très cohérentes avec le climat local, avec le paysage local, et très différentes d'une région à l'autre, d'une commune à l'autre. Voilà, moi, c'est un peu un élément qui me chagrinait ces dernières années, c'est de voir une forme de standardisation aussi des solutions de végétalisation. On trouve les mêmes toits végétalisés, murs végétalisés partout, parce que euh, c'est certaines boîtes qui vont proposer des produits euh, à grande échelle, alors que la biodiversité, c'est une question de localité, il faut que ça soit circonstancié quelque part avec les conditions locales. Et oui, une façade, une toiture végétalisée ne devrait pas être la même à Brest ou à Aix-en-Provence. On s'adapte aux conditions locales. Voilà, et puis regarde, juste des photos ici, hein, on peut relier les toitures et les façades végétalisées. Ici, des exemples à Aubervilliers. Et puis, on peut créer carrément des enveloppes vivantes. Ici, c'est le travail de thèse en haut à droite en photo. C'est une thèse qui a été soutenue récemment de Delphine Lewandowski, une thèse qui a été co-encadrée par le muséum et l'entreprise Chartier d'Alix d'architectes. Et l'idée, c'était de recréer des murs entièrement avec la structure porteuse, l'isolant et la végétalisation dans des briques, dans des pierres ou dans des dispositifs en creux, comme ça. Et donc, ça ressemble carrément à des enveloppes vivantes. Et vous voyez à quel point on peut innover complètement pour rendre le bâti perméable aux espèces. On peut imaginer ça pour les insectes. C'est le cas de la bourdonnerie à Dijon, que j'ai pas mis en photo ici, mais que j'aime beaucoup. Et finalement, là aussi, s'intéresser aux espèces et à leur mode de vie bah, permet éventuellement de faire des enveloppes vivantes pour tout un tas d'espèces. Euh, et de pas forcément passer par des nichoirs, parce que oui, les nichoirs, ça marche pour certaines espèces. Attention, alors je vous ai mis en dessous le tableau, hein. Chaque espèce a un type de nichoir qu'il apprécie, dans sa forme, dans l'orifice pour y entrer, dans sa hauteur aussi. On va pas mettre à la même hauteur pour les grimpros que pour la mésange, par exemple. Donc oui, les nichoirs, ça fonctionne, mais avant tout, c'est plutôt, et c'est là que je rejoins le référentiel sur le couvert végétalisé, les oiseaux, ce dont ils ont besoin, ce sont des arbres, avant tout. Ce sont des arbres creux, des cavités pour faire des nids, etc. Donc les nichoirs, c'est la solution si on ne peut pas faire autrement. Allez, je m'arrête ici sur ce dernier exemple qui est une belle success story aussi bah, pour faire le lien avec les autres questions d'énergie, d'isolation, etc. C'est on peut aussi faire de la rénovation énergétique et thermique tout en préservant la biodiversité. C'est ce qu'a démontré le bureau d'études Azelia, Raphaël Colombo dans ce projet à Sisteron dans le 04. Où ils ont découvert une colonie de chauves-souris importante, 300 molosses de Cestonie, sur la façade d'un bâtiment qui devait être rénové. Et donc, bah, ils ont fait un diagnostic écologique pendant un an. Ils ont adapté les travaux au comportement de l'espèce. Et puis surtout, ils ont réfléchi entre l'architecte et l'écologue à un matériau de bardage de façade qui puisse à la fois être isolant, c'est le schéma en bas à droite, et à la fois accueillir les populations de chauves-souris par une fissure de 2 cm dans lesquelles elles peuvent s'accrocher. Voilà. Et finalement, la rénovation a eu lieu. Alors, pas toutes les espèces sont revenues, mais une grande partie. Et s'y plaisent aujourd'hui. Donc, c'est aussi, quand on réfléchit, ben, on n'est pas obligé d'opposer rénovation énergétique, paysage, esthétisme, biodiversité. En fait, on peut faire tout ça ensemble et le faire bien. Donc, voilà pour cette belle histoire de fin de diaporama. Merci beaucoup. Merci Marc pour ce second temps de présentation illustré. On va effectivement pouvoir passer à un temps d'échange.
Tu nous as bien rappelé en tout cas la nécessaire intégration du projet dans la biodiversité et non l'inverse, et l'importance aussi de la collaboration entre les acteurs du projet aussi au service de cette intégration, sans standardiser les solutions, avec des retours d'expérience inspirants de prise en compte et de préservation de la nature, et aussi sur des stratégies de mise en œuvre dès à présent dans cette optique d'adaptation au changement climatique. On va commencer par des remarques. Une première sur les espèces exotiques envahissantes qui nuancent le constat hors contexte insulaire. Beaucoup d'espèces sont menacées par ces espèces exotiques envahissantes, pardon, en milieu terrestre ou aquatique. C'est la seconde cause de disparition des espèces locales après l'homme. Et une seconde remarque, suggestion on peut aussi signaler qu'on peut utiliser un nombre de plantes arbustives locales qui sont aussi vivrières pour nous. Est-ce un moyen d'associer biodiversité et utilité? Tu as commencé à en parler déjà un peu dans ta présentation. Oui, 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 bah oui, tout à fait, hein. Je pense que la ville, c'est aussi l'occasion. Moi, je suis pas un puriste où il faut vraiment que des espèces locales. Absolument, on n'est pas en milieu naturel. La ville, c'est aussi l'occasion d'expérimenter différentes choses. Donc, et les plantes vivrières ont évidemment toute leur place, hein. C'est le pari que fait l'agriculture urbaine. Donc tout ça peut évidemment cohabiter, y compris l'horticole, hein. L'horticole a aussi sa place dans les villes, plein d'espèces qui sont très nectarifères, très mellifères, etc. Donc oui, et sur les espèces exotiques, oui, tout à fait, c'est décrit par l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, comme une des 5 grandes causes d'extinction de la biodiversité. Néanmoins, nous, ce qu'on dit, c'est que une espèce n'est pas invasive en soi, elle est invasive quelque part et pas ailleurs. On parle plutôt de population d'espèces à caractère invasive à un endroit donné. Et donc, c'est ça qu'il faut considérer. Et effectivement, la renouée du Japon va poser un problème sur des berges à un moment donné et il faut lutter. Mais si on peut lutter avec des chèvres, je pense que c'est mieux que par des campagnes de bâchage. Une espèce d'ambroisie va poser des problèmes sanitaires, etc. Il faut lutter. Mais c'est pas l'ambroisie. L'ambroisie, dans d'autres écosystèmes, elle est pas envahissante. Donc, c'était un petit peu ça l'objet de mon propos là-dessus. Merci. Une question ou une autre remarque sur la problématique s'affranchir des clôtures. Donc, retour d'expérience de Lyon. Ici, en périphérie de Lyon, toutes les propriétés et copropriétés sont maintenant grillagées, pardon. Ce phénomène s'est amplifié dès le commencement du monde d'après le Covid. Ouais, certainement, on est sur un phénomène qui est hyper culturel. Moi, je sais que je m'inspire beaucoup d'exemples en Scandinavie, des quartiers au Danemark et en Suède qui ne sont pas clôturés du tout. Il n'y a même pas de barrière entre les jardins finalement. Donc, on voit à quel point c'est culturel. Mm. Au Danemark, ils clôturent pas les mares non plus parce qu'on n'a pas forcément peur. On tombe dedans. Voilà, nous, on a un rapport assez sécuritaire. Il peut s'expliquer aussi. Mais bon, même quand on a des grillages, vous voyez qu'on peut mettre un trou de 10 centimètres en dessous du grillage pour laisser passer ne serait-ce que les hérissons qui passent une mauvaise période en ce moment. Une autre question. Existe-t-il des exemples ou des pistes pour réussir le retour des espaces de pleine terre pour végétaux et arbres au sein des villes qui sont majoritairement maillés de réseaux, que ce soit les réseaux pour faire passer l'eau, les communications, énergie, électricité? Ce conflit d'usage ne semble pas simple à gérer. Non, j'ai pas un exemple précis en tête, mais en tout cas, il y a plein de villes là qui se mobilisent sur la question de la pleine terre. Je pense notamment à Nantes, qui a été lauréat du concours cette année et qui a, je crois de mémoire, 14 hectares à désimperméabiliser bon, pour retrouver de la pleine terre. La ville de Caen, par exemple, qui débitume les pieds d'arbres pour recréer de la trame brune. Mais là, je pense que votre question, elle porte vraiment sur les réseaux. Et ça, non, je n'ai pas d'exemple de servitude unique pour le gaz, l'électricité, l'eau. Et j'aimerais beaucoup trouver un exemple là-dessus. Alors, j'avais vu qu'il y avait une association qui s'appelle l'association La Ville sans tranchée,
L'idée étant justement de limiter le nombre de tranchées, de réseaux souterrains pour favoriser la continuité des sols, mais j'ai pas trouvé de retour d'expérience particulier. Voilà, donc si vous en avez, je suis hyper preneur. Et oui, il va falloir à un moment donné qu'on trouve un moyen de regrouper les réseaux pour pas saturer les sols partout. Une question sur végétalisation et confort d'été, la vigne vierge, appropriée ou pas, avec un participant qui nous signale que la plus vieille maison en paille connue en Europe, 1921, est en partie enduite avec de la vigne vierge qui a sans doute participé à la préservation des enduits extérieurs et participe au bioclimatisme de la maison. Excellent. Je connais pas cette plus vieille maison en paille, donc je suis preneur d'une photo aussi ou d'un retour d'expérience. Oui, oui, clairement, elle a sa place. Alors, il y a certains peut-être naturalistes qui vous diront pas de vigne vierge parce que c'est potentiellement envahissant, etc. Mais je pense qu'elle a sa place en ville au même titre que les autres espèces, hein, et ça abîme pas nécessairement le mur. Donc oui, oui, complètement. Sur les plantes grimpantes, euh, on a toute latitude. Ce qu'il faut bien vérifier, bah, c'est la structure. Alors, il y a certaines villes, je sais que la ville de Paris a fait vraiment des super fiches sur les plantes grimpantes qui expliquent pour chaque plante le type de structure qu'il faut. Est-ce qu'il faut un maillage? Est-ce qu'il faut des fils tendus? Est-ce qu'il faut directement la façade? Et aussi la fosse. Est-ce qu'il faut une fosse? Est-ce qu'on peut être en pleine terre, etc. Donc, il y a pas mal de ressources là-dessus. Très bien. Une autre question. Comment gérer l'acceptation des maîtres d'ouvrage de cette faune et donc ben, comment contrer un peu la volonté de faire du propre partout? Là, ouais, C'est une question ouais, vaste question philosophique. Alors, culturelle. en faisant des formations avec la scope des deux rives. Non, mais il faut se former. Ouais, clairement, c'est la formation, la sensibilisation. Alors, en disant ça, bon, c'est un peu creux. Enfin, c'est un peu banal ce que je dis, mais oui, il faut. Euh, Déjà, l'argument utilitariste, je pense qu'il est utile. Moi, j'ai pas réussi à convaincre beaucoup de gens en parlant uniquement de l'argument éthique, c'est-à-dire on fait ça pour les oiseaux qui disparaissent, on fait ça pour le hérisson qui disparaît. Il y en a qui vont être touchés, pas d'autres. Par contre, quand on dit qu'effectivement c'est efficace en termes de rafraîchissement, c'est efficace en termes de gestion des eaux pluviales, quand on aborde cette sémantique de solutions fondées sur la nature, je pense qu'on peut mieux convaincre les maîtres d'ouvrage, les aménageurs qui sont plus sensibles à ce discours-là. Donc je pense que c'est une première des choses. Aussi, revenir sur les idées reçues comme les moustiques, les rats, etc. Non, c'est pas forcément aussi pire que ce qu'on pensait. En tout cas, ça peut être contenu, ça peut être géré, c'est parfois juste notre perception qui est en jeu, etc. Il faut jouer là-dessus. Et puis, euh, mettre en récit, c'est un peu le mot à la mode, mais trouver des façons de parler de ce vivant-là, communiquer, mettre des panneaux pédagogiques, euh, c'est aussi une manière de faire accepter. Et enfin, aller sur le terrain. Nous, c'est ce qu'on dit depuis le début sur l'intérêt de ce concours capitale française de la biodiversité dont je vous parlais. C'est le retour d'expérience, finalement, c'est d'aller sur le terrain, de montrer que ça a marché ailleurs. Je pense que c'était le même problème sur les bâtiments en paille au début, hein. Oui, ça va pas marcher, ça ne marche pas. Et puis quand on le visite, quand on comprend, quand on voit comment ça a été fait, on finit par se dire, ah oui, c'est sérieux. Voilà, ben, je pense que c'est pareil sur la biodiversité, ça passe par toutes ces étapes-là. Une remarque d'une participante qui souligne que les oiseaux trouvent beaucoup de nourriture dans les cavités des murs, qu'ils peuvent picorer en sécurité. Donc, ça peut aussi poser la question de la réhabilitation quand on vient intervenir sur la façade, justement. Oui, tout à fait. Ça a été un des premiers constats. Que la réhabilitation énergétique, quand on fait de l'isolation par l'extérieur de manière lisse, hein, une façade lisse, oui, ça peut avoir un effet négatif sur les hirondelles, les martinets ou les petits passereaux comme les troglodytes mignons qui vont aller dans les fissures, dans les infractuosités, sous les gouttières, etc. Donc oui, la rénovation énergétique a un petit peu contribué à faire disparaître ces habitats qui sont typiques du bâti ancien.
Voilà. Donc, bah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la rénovation thermique, mais qu'il faut imaginer une rénovation thermique qui bah, conserve des nichoirs intégrés dans la couche isolante, ça on sait faire aujourd'hui, qui conserve des accès aux combles, par exemple, qui conserve certaines cavités ou qui met de nouveaux nichoirs intégrés dans les pierres, dans le béton, etc. Donc, il y a tout un pan de recherche et d'application aujourd'hui sur la rénovation thermique et la biodiversité. Le ministère avait lancé un groupe de travail là-dessus et a fait une journée. Donc, vous avez des retours d'expérience en ligne sur ce sujet-là. Et une autre question ou un partage de contacts. Est-ce que tu aurais des références ou types d'entreprises à conseiller concernant la végétalisation? Oui, plein. Alors, je peux pas les citer tous en ligne, sans en oublier, mais oui, oui. Bah, nous, ce qu'on fait sans envoyer des listes d'entreprises, parce que c'est pas forcément possible, mais on connaît, ça sert à ça. Les agences régionales de la biodiversité, et il y en a en Bourgogne-Franche-Comté, servent à ça. C'est de mettre en réseau. Et donc, on a des entreprises qui font du végétal, mais aussi des entreprises qui produisent des semences pour implanter des végétaux locaux. On a aussi des écologues qui travaillent avec les maîtres d'ouvrage, d'œuvres et des collectivités. Donc oui, il ne faut pas hésiter. Donc vous m'écrivez et je vous envoie ça. On pourra faire Merci. le transfert, effectivement. Merci. Et une question pratique pour activer ces montées en compétences dans le cadre d'une embauche d'un ou d'une écologue, quel type de formation universitaire privilégiée? Alors, donc l'écologie, d'une manière générale, c'est une formation universitaire. C'est un master, alors qui peut aller jusqu'au doctorat ensuite, mais on peut s'arrêter au master professionnel à l'université. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y en a en région parisienne, à Montpellier, à Marseille, Nantes. Enfin, toutes les grandes villes aujourd'hui sont équipées de masters en écologie. Certains ont des spécialités, d'autres non. L'écologie urbaine, c'est encore assez récent et nouveau. En tout cas, sachez, on me demande aussi souvent s'il y a des formations continues. Ça commence. Il y a le muséum qui a ouvert une formation, si je me trompe pas, hein, je sais plus si elle est continue ou pas, mais un master aménagement et biodiversité. Il y a l'université Paris-Saclay en partenariat avec l'école du Breuil qui a ouvert un master qui s'appelle Approche écologique du paysage. Et c'est une super combinaison entre paysagisme enfin, écologie du paysage et écologie tout court. Donc oui, ça commence à se mobiliser. Dans les écoles d'ingénieurs aussi, on fait de plus en plus d'écologie. Euh, voilà un petit peu les types de formations. D'accord. Et pour terminer sur une note d'optimisme pour le futur, une architecte qui nous faisait constater la résistance à partager son terrain qui est très forte chez nous et qu'il faudrait éduquer les enfants et leur faire connaître les espèces qui partagent leur ville, les emmener à la découverte et à aimer ce milieu naturel juste à côté de chez eux pour changer les mentalités à plus long terme. Ah, ça, c'est un super message. Et ça me permet de dire, parce que je ne l'ai pas dit dans la présentation, que le Muséum d'histoire naturelle, il met à disposition des petits programmes pour les enfants et pour les plus grands qui s'appellent les sciences participatives sur la biodiversité. Et bah, ça, c'est super justement pour aller inciter les enfants à aller reconnaître les petites plantes, les petits insectes pollinisateurs, etc. Et c'est hyper facile à mettre en place. Merci, merci pour ces précisions, Marc. Merci à toutes et à tous pour votre participation active à ce deuxième webinaire du cycle changement climatique, transition écologique et éco-conditionnalité, les enjeux et les solutions, qui est proposé par la région Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la SCOP Les Deux Rives. On arrive à la fin de notre heure et demie hebdomadaire ensemble. Sur ce sujet de la biodiversité. Comme tu nous l'as rappelé, Marc, faire bien pour la biodiversité, ce ne sont que des effets positifs induits, en considérant tous les bénéfices qu'apporte cette intégration de la nature dans les projets, notamment sur la gestion de l'eau et le confort d'été.
et aussi sur le bien-être et la santé des humains qui nourrit cette envie du lien et l'envie de protéger cette nature dans une optique de cercle vertueux. Comme tu le suggères, si on pensait les bâtiments et les villes et villages comme des écosystèmes, le plus en amont possible des projets en pluridisciplinarité et en intégrité de faire avec l'existant. Tout ça nous a donné à réfléchir sur notre rapport au vivant et sa place dans nos modes de concevoir la vie et l'habitat, et nous offre de belles inspirations de projets aussi. Merci de nous avoir partagé ton expertise et ces retours d'expérience à toutes les échelles, avec ces pistes et retours d'expérience aussi pour combiner harmonieusement densité végétale et densité urbaine, toujours en plaçant l'humain, la santé, le bien-être au cœur de cette démarche de préservation du vivant et toujours en lien dans ta présentation avec le référentiel de la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, je voulais dire qu'une fois de plus, bah, ça prouve que toutes les thématiques du référentiel sont interconnectées et que si on agit sur un levier, il faut agir sur les autres. Euh, voilà, c'était tout. En espérant vous retrouver encore plus nombreux la prochaine fois. Pour poursuivre justement, pour poursuivre le cycle de webinaire, on se retrouve la semaine prochaine sur le sujet des déchets de chantier, dont on en a commencé un peu à aborder la question du chantier aujourd'hui. Rendez-vous donc mardi 19 novembre à la même heure, de 11h30 à 13h. Nous l'animerons avec l'expertise de Geoffrey Mézaros, qui est directeur économie circulaire du réseau Origami à Strasbourg. Les inscriptions sont toujours ouvertes via le lien fourni par la région Bourgogne-Franche-Comté, que nous vous repartageons en ce moment même dans le chat. Et Stéphane, si tu souhaites nous dire quelques mots sur les ressources en ligne sur le site internet de la région et les replays à venir de ce cycle de webinaire. Oui, donc comme j'ai indiqué le lien tout à l'heure, donc il y a une page dédiée sur le site de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc cette page dédiée elle est dédiée au dépôt de ressources et vous retrouverez, une fois que le cycle sera fini, vous retrouverez tous les replays de tous les webinaires avec tous les diaporamas. Et vous avez des ressources complémentaires pour vous aider à monter en compétence dans chacune des thématiques avec divers niveaux de complexité dans les documents. Ça va du très simple au plus compliqué. Cette page sera alimentée continuellement, donc elle va grossir, elle va grossir. Et voilà, je vous invite à aller la visiter et j'espère qu'elle vous sera utile. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour vos nombreuses questions, remarques, suggestions, réactions sur le chat qui ont fait de ce webinaire un temps d'échange vivant. Et donc, les inscriptions sont encore ouvertes pour les prochaines dates qui s'affichent à l'écran sur les liens là qu'on vous a partagés dans le chat également. Ah, et puis, merci encore à tous. Bonne semaine, bon début de semaine. Et Merci et bonne journée à tous. à mardi prochain. Merci Marc, merci Stéphane, merci.